À 4 heures du matin, 57 camions se figent donc devant la frontière, et la scène cesse d'être ordinaire. Sous des sacs d'aide humanitaire, les enquêteurs dévoilent un arsenal estimé à plus de 700 millions de dollars, assez pour transformer un simple contrôle en alerte nationale. La question devient immédiate. Le Burkina Faso est-il réellement prêt à tenir seul, comme l'affirme Ibrahim Traoré, lorsque la menace emprunte les voies les plus banales? Si le convoi avait franchi la ligne, l'équilibre interne du pays aurait pu basculer en une nuit. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement la saisie spectaculaire d'un convoi clandestin. L'affaire pose une promesse claire au public: comprendre comment un événement apparemment isolé révèle des vulnérabilités profondes et des choix stratégiques décisifs pour un État. Le bénéfice est précis: lire les faits pour anticiper les risques futurs. Derrière les images de camions immobilisés se cachent des enjeux de souveraineté, de crédibilité institutionnelle et d'équilibre régional, dans un contexte où chaque frontière du Sahel devient une ligne de tension. L'enjeu principal n'est pas seulement sécuritaire. Il touche à la capacité du Burkina Faso à identifier des menaces complexes, à coordonner ses réponses et à convaincre sa population comme ses partenaires qu'il contrôle réellement la situation. En filigrane, la position assumée d'Ibrahim Traoré interroge: renforcer l'autonomie nationale peut-il réduire l'exposition aux ingérences ou au contraire en accroître le coût à court terme? Comprendre cette séquence permet d'évaluer ce que le pays risque de perdre, mais aussi ce qu'il peut consolider durablement. En moins de 20 minutes, 57 camions sont immobilisés et un premier chiffre s'impose: des centaines de millions de dollars d'armes dissimulées sous de l'aide humanitaire. Pour un pays habitué à des saisies limitées, l'écart est brutal et change immédiatement l'échelle de lecture de l'événement. Ce premier révélateur suffit à déplacer le regard. Il ne s'agit plus d'un trafic opportuniste, mais d'une opération préparée, synchronisée et pensée pour contourner les routines de contrôle. Les camions arrivent à Ninarkamvanliv de zones différentes, convergent au même moment et empruntent des axes secondaires rarement surveillés à cette heure. Ce schéma, déjà observé dans d'autres crises régionales, indique une organisation structurée plutôt qu'un hasard logistique. À ce stade, l'incident devient un signal stratégique. Le contexte sécuritaire du Burkina Faso explique pourquoi ce signal résonne si fortement. Le pays évolue dans un environnement sahélien marqué par des circulations d'armes anciennes, souvent issues de conflits passés, mais rarement à une telle échelle. Ici, la quantité et la diversité du matériel intercepté rompent avec les précédents connus. Ce contraste nourrit une inquiétude centrale. Une faille exploitée une fois peut l'être de nouveau avec des conséquences démultipliées. C'est dans ce cadre qu'intervient Ibrahim Traoré, informé en temps réel de l'évolution de la situation. Sa réaction immédiate, sécurisation renforcée, préservation des preuves, traçabilité systématique, montre que l'État perçoit déjà l'événement comme autre chose qu'un simple fait divers. Le choix de traiter l'affaire comme un dossier national prioritaire traduit une lecture politique autant que sécuritaire. La menace touche à la souveraineté, pas seulement à l'ordre public. Ainsi, le mini-révélateur initial ouvre une question plus large. Si une opération de cette ampleur a pu atteindre la frontière, quelles vulnérabilités structurelles ont été exploitées et combien d'autres tentatives ont pu passer inaperçues auparavant? Cette interrogation, encore suspendue, guidera toute la suite de l'enquête et conditionnera les réponses à venir. Au cœur de cette nuit tendue, un homme sert de point d'ancrage pour comprendre comment l'incident a basculé en affaire d'État. Le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes frontières dans la région, n'est pas un officier de circonstance. Depuis des années, il observe les flux, repère les anomalies et connaît les chemins secondaires mieux que quiconque.
Cette expérience explique pourquoi, lorsque plusieurs camions circulent sans phare, à une heure inhabituelle, l'alerte s'impose immédiatement à lui. La décision d'intercepter le convoi n'est pas le fruit d'un dispositif lourdement préparé. Elle repose sur une intuition opérationnelle confirmée en quelques minutes par des indices concordants. Caboret mobilise une équipe réduite soutenue par deux véhicules blindés légers et un drone, improvisant un dispositif précis plutôt que massif. Cette rapidité limite le risque d'affrontement et permet de préserver l'intégrité des preuves, un point décisif pour la suite. L'impact immédiat dépasse le cadre local. Dès l'ouverture des premiers sacs, la hiérarchie est alertée et les services de renseignement redirigés vers la zone. Ce qui aurait pu rester une saisie frontalière devient un dossier suivi au sommet de l'État. La scène illustre une réalité souvent négligée. Dans des contextes fragiles, la vigilance individuelle peut déclencher une réponse institutionnelle d'ampleur. Ce repère humain permet de saisir l'essentiel central en une formule simple: une frontière vigilante peut changer le destin national. Le déclenchement est presque silencieux. Quelques signaux faibles, repérés avant l'aube, suffisent à rompre la routine des contrôles frontaliers. Les camions avancent lentement, sans phare, à une heure où les flux sont rares. L'ordre d'interception tombe et en quelques minutes, les axes secondaires sont verrouillés. Ce premier basculement marque le passage d'une simple suspicion à une opération active, menée sans heurts mais avec une tension croissante. Dès cet instant, la logique n'est plus celle du contrôle administratif, mais celle d'une neutralisation rapide. Le pic de l'événement survient à l'ouverture des premiers chargements. Sous des sacs de farine et de lait en poudre, les armes apparaissent par couches successives, chacune révélant une ampleur supérieure à la précédente. Fusils d'assaut, grenades, roquettes, munitions, l'inventaire provisoire transforme la perception de l'opération. Ce n'est plus un convoi isolé, mais un stock militaire complet en transit. La coordination des camions, arrivés simultanément depuis des régions différentes, renforce l'idée d'une organisation centralisée, expérimentée et dotée de moyens logistiques conséquents. À mesure que les découvertes s'accumulent, la réaction institutionnelle s'intensifie. Les forces spéciales sont dépêchées sur place et une cellule d'enquête est constituée pour documenter chaque élément. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit l'évolution heure par heure et ordonne une sécurisation maximale de la zone. Chaque numéro de série doit être relevé, chaque conducteur interrogé, chaque piste consignée. Cette phase transforme l'opération tactique en dossier stratégique, destiné à produire des preuves exploitables au-delà de l'instant. Les répliques se font sentir presque immédiatement. Les équipes de renseignement élargissent leur champ d'analyse, cherchant à identifier d'éventuelles cargaisons précédentes passées inaperçues. Les premiers témoignages suggèrent que ce convoi n'était pas unique, mais intégré à un flux plus large. Cette hypothèse change la nature du risque. L'événement n'est plus un coup d'arrêt ponctuel, mais la révélation d'un système en mouvement. La chronologie de cette nuit montre ainsi une montée en intensité rapide, sans rupture brutale, mais avec une accumulation de confirmations. Chaque étape renforce la suivante jusqu'à faire émerger une certitude troublante. L'interception n'a pas seulement empêché une menace immédiate, elle a mis au jour un mécanisme capable de se reproduire. Dans ce fil des événements, la frontière devient un point de départ, non une fin, et la gestion de l'après s'annonce aussi déterminante que l'arrestation elle-même. Avant cette nuit, les saisies d'armes au Burkina Faso se comptaient en dizaines d'unités. Après l'interception, l'échelle bascule vers des milliers, voire des dizaines de milliers, changeant radicalement la lecture de la menace.
Cette rupture quantitative constitue le cœur des preuves analysées par les enquêteurs et explique pourquoi l'affaire ne peut être réduite à un incident frontalier ordinaire. Le passage d'un trafic limité à un stock militaire complet marque un saut de catégorie avec des implications stratégiques immédiates. Le premier ensemble de chiffres concerne les armes légères. L'inventaire fait état d'environ 25 000 fusils de type AK-47, dont une part significative porte des numéros de série associés à des stocks libyens dispersés après 2011. Pour un pays où les forces de sécurité saisissaient habituellement quelques dizaines d'armes par opération, ce volume représente un multiplicateur inédit. En termes opérationnels, une telle quantité suffit à équiper plusieurs brigades entières, ce qui dépasse de loin les besoins d'un groupe armé local isolé. Le second chiffre clé porte sur les armes standardisées d'origine occidentale. Les enquêteurs identifient près de 10 000 fusils M16, certains provenant d'usines européennes, ce qui indique une capacité d'approvisionnement diversifiée et coûteuse. Cette diversité d'origine n'est pas anodine. Elle suggère l'existence de relais multiples capables de contourner les contrôles internationaux et d'absorber des coûts logistiques élevés. L'écart entre la production locale inexistante et cette provenance étrangère renforce l'hypothèse d'un réseau structuré opérant sur plusieurs théâtres. Le troisième chiffre, le plus sensible, concerne l'armement lourd. Environ 400 missiles antiaériens sont découverts, certains encore dans leur emballage d'origine. Ce type de matériel ne vise pas des cibles improvisées, mais des infrastructures stratégiques, notamment l'aviation. La présence de ces missiles modifie profondément l'évaluation du risque. Il ne s'agit plus seulement de nourrir une insécurité diffuse, mais de menacer directement la capacité de défense aérienne d'un État. À ces volumes s'ajoute un indicateur moins visible mais tout aussi révélateur, les flux financiers. Les premières analyses montrent des transferts transitant par plusieurs pays, dont des hubs financiers européens et du Golfe. La complexité de ces circuits, combinée au montant nécessaire pour financer un tel arsenal, dépasse largement les capacités d'un réseau criminel local. Chaque chiffre, pris isolément, alerte. Pris ensemble, ils dessinent un système cohérent et planifié. Face à ces données, la réaction politique s'aligne sur l'ampleur des preuves. Ibrahim Traoré insiste sur la traçabilité complète des armes et sur la conservation rigoureuse des éléments matériels, conscient que la crédibilité de l'État repose désormais sur la solidité de ces chiffres. Les preuves quantifiées ne servent pas seulement à comprendre ce qui a été intercepté, mais à anticiper ce qui pourrait suivre si de tels volumes circulent encore dans l'ombre. Deux interprétations opposées émergent rapidement après la révélation du convoi, et les prendre au sérieux est indispensable pour éviter une lecture biaisée. La première, relayée par certains observateurs extérieurs, affirme que l'événement aurait été amplifié par les autorités burkinabées. Selon cette thèse, la saisie de 57 camions serait certes grave, mais relèverait d'un trafic exceptionnel plutôt que d'un complot structuré. Dans cette lecture, un État fragilisé aurait intérêt à dramatiser la menace afin de renforcer sa légitimité interne et de resserrer le soutien autour du pouvoir en place. Un second argument, souvent associé à cette position, souligne que les régions sahéliennes connaissent depuis des années une circulation anarchique d'armes issues de conflits passés. Dans ce contexte, l'accumulation d'armements, même importante, ne prouverait pas nécessairement une orchestration politique internationale. Les défenseurs de cette approche estiment que relier trop rapidement l'affaire à une ingérence extérieure risque de brouiller l'analyse et d'alimenter des tensions diplomatiques inutiles. Face à ces arguments, l'examen des faits disponibles apporte toutefois une réponse plus robuste.
La synchronisation précise des camions, leur convergence depuis différentes zones et la diversité des provenances des armes constituent des éléments difficiles à expliquer par une dynamique opportuniste. Un trafic classique privilégie la discrétion et la dispersion. Ici, la coordination et les volumes impliqués vont à l'encontre de cette logique. De plus, la présence d'armements lourds et stratégiques comme les missiles antiaériens dépasse les besoins habituels de groupes armés locaux. Les indices financiers renforcent cette réfutation. Les circuits de paiement identifiés, impliquant plusieurs juridictions et des montants élevés, supposent une capacité organisationnelle et une anticipation sur plusieurs mois. Ce niveau de préparation ne correspond ni à un réseau improvisé ni à une simple économie criminelle régionale. Il suggère un projet poursuivant des objectifs politiques autant que militaires. Dans ce cadre, la position défendue par Ibrahim Traoré s'inscrit moins dans une logique de dramatisation que dans une lecture cohérente des signaux accumulés. La confrontation des deux thèses montre ainsi que seule l'hypothèse d'une opération structurée permet d'expliquer l'ensemble des faits sans contradiction majeure. Au milieu de l'enquête, une découverte discrète fait basculer l'interprétation globale. Sur l'ordinateur d'un suspect, les enquêteurs identifient un fichier intitulé Démocratie restaurée. À première vue, il ressemble à une note administrative sans portée immédiate. Pourtant, sa lecture révèle une architecture complète. Faux passeport diplomatique, décret déjà rédigé, organigramme ministériel et nom de successeur désigné en cas de succès. Ce qui paraissait périphérique devient soudain central. Cette révélation modifie la nature même de l'affaire. L'interception des camions n'est plus seulement la neutralisation d'un flux d'armes, mais le premier acte avorté d'un projet politique transnational. Les échanges électroniques associés aux documents montrent une préparation étalée sur plusieurs mois, avec des relais répartis dans différentes capitales. L'opération militaire et l'agenda politique apparaissent désormais imbriqués, chacun renforçant l'autre. Pour les autorités, ce point de bascule impose un changement de posture. Il ne s'agit plus uniquement de sécuriser des frontières, mais de protéger l'ordre institutionnel. Ibrahim Traoré, informé de cette découverte, élargit immédiatement le périmètre de l'enquête aux dimensions diplomatiques et financières. Le dossier devient une question de souveraineté au sens plein. À partir de ce moment, une certitude s'impose. La saisie n'a pas stoppé un trafic, elle a interrompu une tentative de reconfiguration du pouvoir. Les effets de l'interception se déploient rapidement sur plusieurs plans, révélant que l'événement dépasse largement le cadre sécuritaire immédiat. Au niveau institutionnel, l'État burkinabé est confronté à un test de crédibilité. Les forces armées renforcent la surveillance des frontières et réorganisent leur chaîne de commandement pour corriger les failles mises au jour. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des mécanismes de transparence sont annoncés afin de montrer que la gestion de la crise repose sur des faits vérifiables et non sur une communication de circonstances. Cette réponse vise à consolider la confiance interne, condition essentielle pour maintenir la cohésion nationale. Sur le plan économique, les conséquences apparaissent d'ailleurs plus ambivalentes. À court terme, l'arrestation de ressortissants étrangers et la mise en cause de circuits financiers internationaux suscitent des réactions prudentes de certains partenaires traditionnels. Des inquiétudes émergent quant à d'éventuelles pressions diplomatiques ou restrictions commerciales. Pourtant, en parallèle, d'autres acteurs voient dans cette situation une opportunité de coopération renforcée. La redéfinition des partenariats amorcée dans ce contexte modifie les équilibres géoéconomiques et ouvre des marges de manœuvre inédites
pour un pays longtemps dépendant de soutien extérieur spécifique. La dimension sociale est tout aussi marquante. Les images des armes saisies et les révélations progressives de l'enquête provoquent un choc émotionnel. La peur d'un danger évité de justesse se mêle à un sentiment de fierté collective. Dans plusieurs villes, des rassemblements spontanés expriment un soutien aux forces de sécurité et aux autorités. Cette mobilisation ne se limite pas à l'espace national. La diaspora burkinabé relaie l'événement comme un symbole de résistance face aux tentatives d'ingérence, renforçant le lien entre l'Eul et Dakhla et l'extérieur. À l'échelle régionale enfin, l'impact est immédiat. Les pays voisins, conscients de la porosité des frontières sahéliennes, lancent des audits internes pour vérifier l'existence de réseaux comparables sur leur territoire. Des échanges de renseignements s'intensifient et des cadres de coordination sont renforcés. Même des organisations régionales habituellement divisées reconnaissent que l'opération a permis d'éviter une déstabilisation plus large. Cette reconnaissance, bien que prudente, repositionne le Burkina Faso comme un acteur central de la sécurité régionale. Pris ensemble, ces effets montrent que l'interception n'a pas seulement empêché une menace ponctuelle. Elle a déclenché une recomposition institutionnelle, économique, sociale et régionale dont les implications s'inscrivent dans la durée. À partir des éléments établis, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir, chacune reposant sur des enchaînements cohérents plutôt que sur des prédictions. Le scénario de base est celui d'une stabilisation sous tension. Les enquêtes se poursuivent, les responsables identifiés sont jugés et les mécanismes de contrôle mis en place après l'affaire commencent à produire des effets mesurables. Les relations diplomatiques restent prudentes, parfois froides mais gérables. Dans ce cadre, le Burkina Faso consolide progressivement ses capacités de détection, sans rupture brutale avec l'ordre régional existant. La stabilité est réelle mais fragile, dépendante de la constance institutionnelle. Un scénario plus favorable envisage un effet d'entraînement régional. L'opération devient une référence pour d'autres États, confrontés à des menaces similaires. Les échanges de renseignements s'intensifient et des dispositifs conjoints se structurent au-delà des annonces politiques. Cette dynamique renforce la crédibilité du Burkina Faso et ouvre la voie à des coopérations sécuritaires et économiques plus équilibrées. Dans cette hypothèse, la posture assumée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans un cadre collectif réduisant le coût politique de l'autonomie nationale et transformant les preuves initiales en levier stratégique. Le troisième scénario, plus tendu, repose sur une contre-réaction indirecte. Des acteurs mis en difficulté par l'interception pourraient recourir à des pressions discrètes, campagnes de désinformation, ralentissement financier ou signaux diplomatiques négatifs. Ces actions n'impliqueraient pas nécessairement une confrontation ouverte, mais viseraient à fragiliser l'économie et la cohésion sociale. Dans ce contexte, l'inflation et les tensions internes pourraient augmenter, testant la résilience du pays sur un autre terrain que celui de la sécurité immédiate. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de fond s'impose. Privilégier l'anticipation plutôt que la réaction. L'affaire a montré que la vulnérabilité ne tient pas seulement à la puissance des menaces, mais à la capacité à lire les signaux faibles avant qu'ils ne convergent. C'est cette capacité, plus que le choix d'un scénario, qui déterminera l'issue à moyen terme. Au-delà des institutions et des scénarios géopolitiques, l'affaire produit des effets concrets sur des groupes de citoyens aux expériences très différentes. Pour celles et ceux qui vivent la sécurité au quotidien, soldats, chauffeurs de nuit, agents publics, enseignants, l'interception des camions n'est pas une abstraction stratégique. Elle représente ce qui aurait pu transformer une nuit ordinaire en bascule irréversible. La prise de conscience est immédiate. Une défaillance ponctuelle
aurait eu des répercussions directes sur des vies ordinaires, sans distinction. Un second cercle concerne la diaspora burkinabé. Souvent exposée à des récits extérieurs parfois simplificateurs, elle trouve dans cette affaire un point d'ancrage identitaire. Les échanges dans les associations, sur les réseaux sociaux et dans les espaces universitaires mettent en avant un même thème. La souveraineté ne se réduit pas à un discours politique. Elle se construit par la capacité à documenter les faits et à les assumer publiquement. Pour beaucoup, la gestion de la crise renforce le sentiment d'appartenance et réactive un lien parfois distendu avec le pays d'origine. Un troisième groupe regroupe celles et ceux qui cherchent à comprendre les mécanismes profonds de la crise. Journalistes, chercheurs, étudiants, analystes. Pour eux, l'opération devient un cas d'étude. Elle illustre comment des réseaux transnationaux combinent logistique, finance et narration politique et comment ils peuvent être déjoués par une lecture attentive des signaux faibles. Cette dimension pédagogique nourrit une réflexion plus large sur la culture de vérification et la responsabilité de l'information dans les sociétés exposées à la désinformation. Ces trois regards convergent vers une même idée. La sécurité ne repose pas uniquement sur des décisions centrales, mais sur une vigilance distribuée, nourrie par la compréhension et la transmission. Lorsque les citoyens saisissent les enjeux, ils deviennent moins vulnérables aux récits simplistes et plus aptes à soutenir des réponses durables. À la suite de l'enquête, une feuille de route opérationnelle se dessine pour transformer l'épreuve en capacité durable. Le premier axe concerne le renseignement frontalier. Les postes sensibles sont rééquipés et les équipes reçoivent des protocoles d'alerte communs afin que les anomalies mineures soient agrégées plus tôt. L'indicateur de suivi est simple. Réduction mesurable des passages non détectés sur 12 mois, audités par des inspections croisées. Le deuxième axe porte sur la modernisation des capacités. Les armes saisies sont détruites selon des procédures documentées et les ressources dégagées servent à financer des équipements de surveillance et des formations locales. L'objectif n'est pas l'escalade, mais l'efficacité. Moins d'interceptions tardives, plus de prévention. La réussite se mesure par le taux d'opération conclu sans affrontement et par la conservation intégrale des preuves. Le troisième axe vise la chaîne judiciaire. Un pôle spécialisé dans les crimes transnationaux est institué pour accélérer l'instruction et sécuriser les dossiers complexes. Les délais d'enquête et le taux de décision fondés sur des éléments matériels deviennent des critères publics d'évaluation. Cette transparence renforce la crédibilité institutionnelle. Un quatrième axe s'inscrit dans la coopération régionale. Les échanges de renseignements avec les pays voisins sont formalisés avec des exercices conjoints et des canaux sécurisés. Le volume de données partagées et les opérations coordonnées servent de baromètre. Enfin, un cinquième axe relève de la prévention civique. Des modules éducatifs intègrent la lecture des signaux faibles et la vérification de l'information. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à ancrer la vigilance dans la durée. La feuille de route n'est pas un plan figé, elle est un cadre mesurable, ajustable, orienté résultat. Lorsque les armes saisies sont fondues et transformées en métal brut, une image s'impose comme un rappel silencieux de ce qui a été évité. Le capitaine Moussa Kaboré tient un fragment refroidi, désormais destiné à devenir un objet utilitaire, loin de sa fonction initiale de destruction. Ce geste simple résume la trajectoire de l'affaire. Une menace conçue pour semer le chaos est convertie en matière neutre, presque ordinaire. La transformation matérielle reflète une transformation collective. Autour de cette scène, des civils observent sans discours grandiloquent. Des enfants, des parents, des anciens regardent le métal changer d'état, comme si la peur accumulée se dissipait avec la chaleur.
L'événement cesse d'être un dossier d'enquête pour devenir une mémoire partagée. Il rappelle que la sécurité n'est pas seulement affaire d'armes neutralisées, mais de confiance restaurée entre institutions et population. Dans ce moment de recul, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un chef célébré, mais d'un responsable confronté à une réalité nue. La souveraineté se construit dans la durée par des choix parfois discrets, souvent exigeants. La nuit du 16 août s'inscrit alors comme un point de référence, non comme un mythe, mais comme une expérience fondatrice. Une phrase s'impose, concise: transformer la menace en mémoire protège l'avenir. L'histoire de cette interception ne se referme pas avec la fin de l'enquête ni avec la fonte des armes saisies. Elle se prolonge dans l'espace public, là où les événements prennent sens par la discussion et la mise en perspective. Ce type de crise rappelle que la souveraineté n'est pas un concept abstrait réservé aux institutions. Elle se nourrit de conversations, de doutes exprimés et de questions posées sans simplification excessive. Comprendre ce qui s'est joué permet de dépasser l'émotion immédiate pour réfléchir aux mécanismes qui protègent ou fragilisent une société. Dans ce cadre, l'affaire invite chacun à interroger sa propre relation à l'information. Quels signaux retient-on? Lesquels ignore-t-on et pourquoi? Comment distinguer une alerte fondée d'un récit amplifié? Ces questions ne concernent pas uniquement le Burkina Faso, mais tout espace exposé à des flux d'influence et à des enjeux de sécurité complexes. Partager cette analyse, en débattre calmement et confronter les points de vue participe d'une vigilance collective.